un petit retailer européen qui va dire le produit est bien scoré, pas scoré, en fait, si, ça a eu un impact très fort parce que quand on commence à mesurer les marques les unes par rapport aux autres, ça a un impact fort chez eux, à très haut niveau, je dirais à niveau mondial. Et puis, ils se sont saisis sur pas mal de sujets, de se dire: «OK, comment j'améliore mon produit? Comment j'améliore parfois le procédé de fabrication d'un produit?» Parce qu'en fait, on est les premiers à repérer sur le marché la difficulté parce qu'ils ont moins de contact avec le consommateur final. Donc nous, on est capable de voir quelques mois après la mise sur le marché, si on a un taux de réparation énorme et on est capable de l'expliquer. C'est-à-dire quelle réparation, pourquoi, quelle pièce et cetera. Je Donc c'est une vertu très forte parce que l'intérêt, il est aligné, entre un fournisseur, nous et le client. Tout le monde a intérêt à ce que le produit il soit ultra qualitatif, que le client soit content, et cetera. Donc les marques, elles ont intérêt à avoir cette information et à la prendre en compte dans leur procédé de fabrication aussi. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Ces dernières années, les distributeurs ont vu monter une série de nouvelles obligations autour des produits qu'ils mettent sur le marché. Le législateur demande à ce que la traçabilité soit clairement identifiée et il impose l'affichage d'indices de réparabilité ou de durabilité. Tout cela débouche sur la création du passeport numérique produit. Bref, nous observons que le cadre se densifie et oblige les enseignes à faire évoluer leur modèle pour laisser davantage de place à la réparation et au reconditionné. Dans ce contexte, la qualité, la profondeur et la fiabilité de la donnée produit prennent une place de plus en plus centrale. En effet, elles conditionnent autant le respect de la conformité que la capacité à développer ces nouveaux relais de croissance. Le véritable enjeu pour les retailers est désormais là, faire de ces nouvelles contraintes autre chose qu'un centre de coût, les intégrer dans leur modèle pour gagner en efficacité, renforcer la confiance et soutenir de nouveaux usages. Pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir Martin Onos, directeur des services et de l'économie circulaire chez Fnac Darty, et Nicolas Bressy, directeur France de Complir. Avec eux, nous allons regarder comment ces transformations se vivent concrètement dans une grande enseigne, ce qu'elles changent dans le pilotage du produit, dans la relation fournisseur, dans les modèles circulaires et comment elles pourraient redessiner une partie du commerce dans les prochaines années. Mais avant de commencer, Martin, c'est à toi que je m'adresse. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis nous dire quel est ton rôle chez Fnac Darty ? Ouais, bonjour à tous. Donc je suis Martin Onos. Moi, je suis chez Fnac Darty depuis une petite dizaine d'années. D'ailleurs, on fête cette année les 10 ans du groupe Fnac Darty. Donc j'ai à peu près le même anniversaire, 10 ans au sein du groupe. J'ai un parcours où j'ai entré à la direction de la stratégie au moment de la fusion entre Fnac et Darty. Donc il y avait pas mal de choses à faire autour de ce sujet. Ensuite, j'ai fait quelques années à la direction produit, donc vraiment la partie qui est en charge d'acheter et de vendre des produits. Donc j'ai le cœur de métier d'un retailer. Ensuite, j'ai développé la business unit seconde vie, dont on va un petit peu parler, je pense, autour de la conformité, de la data produit. Donc, on fait toute la partie produits reconditionnés que l'on vend chez Fnac et chez Darty. Et aujourd'hui, en fait, j'ai dans mon périmètre donc les services, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un produit, notamment les services de réparation et de maintenance qui sont très importants pour nous. On y reviendra, mais le fait que
on est avec le client tout au long de sa vie et pas seulement au moment où il achète un produit. J'ai aussi dans mon périmètre l'économie circulaire, donc c'est la seconde vie bien sûr, mais au-delà de ça, tout ce qu'on a autour de l'économie circulaire, le score de durabilité, donc les scores produits, le passeport digital dont on va parler, donc voilà, tous ces aspects, on essaie de faire quelque chose d'unifié entre la circularité du produit. J'ai aussi dans mon périmètre les paiements, compléter tout ça. Voilà. Paiement, et oui, qu'on connaît bien avec Sarah, qui est passée derrière ce micro il y a quelque temps. Sarah Lamarty, on lui fait un petit clin d'œil. Est-ce qu'on peut, dans ton périmètre, dissocier Fnac et Darty, où les enjeux sont vraiment les mêmes, il n'y a pas de différence entre les deux enseignes? Non, les enjeux, les équipes sont les mêmes. Déjà, les équipes sont les mêmes, ça c'est important parce que c'est vrai qu'après une fusion, parfois on fusionne pas tout. Là, vraiment, les équipes sont les mêmes, donc ça veut dire que ce sont les mêmes équipes qui travaillent sur la circularité ou sur les services pour l'enseigne Fnac et pour l'enseigne Darty. Donc ça apporte une certaine mixité. Et après, les sujets sont assez transverses, même si les catégories de produits sont sont assez différentes. Il y a 50% de l'assortiment, c'est à peu près pareil, la téléphonie, la télé, etc. Et puis après, côté Darty, il y a les produits blancs, le gros électroménager, le petit électroménager, et chez Fnac, le livre. Mais en fait, quand on se parle de circularité, de suivi de produits, etc., les deux sont importants. Avec une coloration peut-être un petit peu plus Darty, puisque quand on se parle de gros produits, là, on parle, alors, tout ce qui se parle de la durabilité, de la longévité des produits, des scores dont on a parlé en introduction de durabilité, de réparabilité, sont ultra importants. Sur un livre, un peu moins, même si l'aspect circularité est important. Bon, bah, merci beaucoup pour ces éléments de contexte. Martin, je me tourne vers toi. Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter Complia? Allez, tu vas prendre un peu de temps pour le présenter parce que c'est un nouvel acteur sur le marché français, un acteur scandinave d'origine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc Nicolas, je suis le directeur France de Complir. Complir, comme tu disais Cyril, c'est une start-up danoise. Et peut-être pour la petite histoire, comment je suis arrivé à travailler pour une start-up scandinave. En fait, j'avais la même idée. Je voulais créer cette start-up moi-même, et j'ai passé quelques mois à travailler sur le sujet de comment l'IA pouvait aider sur les sujets de conformité produit, de réglementation. J'ai pas trouvé malheureusement de CTO, ce qui arrive même au meilleur, on va dire. Et le hasard a fait que j'ai rencontré Gustave, le fondateur de Complir, et qu'on a décidé de travailler ensemble puisqu'on avait la même idée et un très fort alignement sur l'ambition derrière l'entreprise. Tu vas nous en dire plus sur la proposition de valeur de Complir, mais avant ça, tu viens d'où? T'as fait quoi, toi? Alors moi, avant de me lancer dans cette aventure, ça fait presque 10 ans maintenant que je travaille dans l'écosystème tech et startup, plutôt sur des fonctions commerciales et sur différents types de produits. Mais donc j'ai passé un certain temps dans l'écosystème, et forcément l'envie de monter ma propre startup est venue de là. Je trouve un chemin un petit peu détourné pour le faire via Complir, qui était exactement l'idée finalement que j'avais sur laquelle je travaillais. Mais alors, vas-y, présente-nous un peu plus en détail cette proposition de valeur de Complir par rapport à la donnée produit. Ouais, bien sûr. Donc Complir, c'est une plateforme IA qui est dédiée au sujet de la conformité produit et de la qualité. Et donc l'idée, c'est d'avoir une plateforme qui va intégrer d'une part la réglementation, et la réglementation pour chaque marché, c'est-à-dire pour le marché français, pour le marché par exemple espagnol, pour le marché européen plus globalement, mais également les marchés mondiaux, donc les US, l'Asie par exemple. Parce qu'en Europe, la réglementation est pas complètement harmonisée sur tous les territoires. Exactement. Tu vas avoir des réglementations qui sont harmonisées au niveau des territoires, mais au niveau européen, il y a aussi des directives qui sont ensuite appliquées localement par pays de manière un petit peu différente. Et c'est justement là que c'est parfois difficile pour des retailers qui sont internationaux. C'est comment est-ce qu'on est sûr que notre produit répond en fait à toutes les lois locales au-delà de la loi européenne, qui est assez simple à appréhender par rapport aux spécificités locales, on va dire. Ok, donc ça, c'est l'intégration de ces différentes réglementations. C'est ça, les différentes juridictions. Et ce qu'on va coupler avec, c'est du coup la donnée produit et la documentation. Et donc ensuite, c'est avoir une IA qui est capable de travailler aussi bien sur la réglementation que sur la donnée produit. Donc pour produire des analyses, comprendre quels sont les risques de non-conformité des produits, aider aussi à produire certains éléments pour prouver la conformité. Donc par exemple, la déclaration de conformité qui peut être assez fastidieuse à produire manuellement. On va aider à accélérer ce type de processus-là. Donc ça intervient aussi bien sur l'analyse globale du catalogue et de la donnée produit que sur vraiment le quotidien des équipes conformité qualité, les aider à produire les éléments dont elles ont besoin pour prouver la conformité. Parce que c'est là tout l'enjeu de ces équipes-là, c'est de garantir que les produits sont conformes pour être vendus sur tous les marchés cibles. Complir, c'est récent en France, ça fait moins d'1 an, je crois, c'est ça, 1 an? Ouais, moi j'ai commencé début janvier, donc Ouais, c'est ça. Complir, c'est un peu plus vieux. Mais Complir, ils ont quoi comme expérience déjà? Quels sont les clients avec lesquels ils travaillent?
Ouais, Vous alors travaillez, pardon. il y a plusieurs exemples que je peux donner. Donc c'est des entreprises scandinaves mais qui sont internationales et assez connues. Il y a une entreprise qui s'appelle Flying Tiger qui est assez répandue dans le monde, qui est une entreprise basée au Danemark. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Complir en fait a commencé dans les bureaux de Flying Tiger, c'est-à-dire que l'équipe fondatrice a passé 6 mois avec l'équipe conformité, l'équipe sustainability de Flying Tiger pour développer la première version de la plateforme. Donc c'est pas quelque chose qui est venu vraiment de personnes qui n'avaient aucune expérience. Il y a vraiment eu un travail avec une équipe dont c'est le métier au quotidien pour sortir la première version de la plateforme. Donc ça, c'est un exemple. Flying Tiger, ils ont plein de produits différents. C'est des petits objets, de la décoration, de l'électronique, beaucoup d'exemples. On travaille aussi avec des entreprises, notamment dans le secteur des vêtements pour enfants ou des accessoires pour enfants, qui est un secteur qui est très réglementé. Donc c'est une entreprise danoise dont je sais absolument pas prononcer le nom, donc je vais pas le faire ici pour éviter d'écorcher les oreilles des auditeurs. Et on a également des clients dans le secteur, par exemple, cosmétique. Donc il y a aujourd'hui pas vraiment de limitation sur le type de produit qu'on va adresser. La seule catégorie qu'on n'adresse pas encore, c'est la nourriture, parce qu'il y a certaines spécificités en plus, mais globalement, on est assez agnostique sur le type de client et de produit. Et c'est des entreprises qui sont quand même assez importantes en taille. Flying Tiger, c'est 1400 points de vente à travers le monde, par exemple. Ils sortent 500 nouveaux produits par mois, donc ils ont aussi des volumes qui sont assez conséquents. Bon, bah, merci pour cette introduction et cette présentation de Complir. Vous l'avez compris, l'objectif, ça va être aujourd'hui de répondre à cette question liée à la conformité avec un axe très business et Martin va pouvoir nous accompagner dans cette réflexion avec le cas de Fnac Darty. Et puis, on va avoir également l'éclairage, on va dire, réglementaire tech avec Nicolas et c'est l'objectif de ce partage. Martin, pourquoi la conformité produit devient un sujet stratégique? Alors c'est vrai que d'un point de vue, alors nous on est distributeur, on produit quelques produits, hein, on a des marques propres. Je prends par exemple Proline qui est une marque chez Darty, donc on a aussi un sujet en tant que émetteur sur le marché de conformité des produits que l'on fait développer, et donc c'est sûr, et avant qu'ils arrivent sur le marché, bien sûr, de faire tous les tests de conformité, etc. Donc là, on peut retrouver, je pense, pas mal de tes clients qui Carrément. eux mettent des produits sur le marché, voilà. Donc ça, c'est important pour nous, bien sûr, parce que nous, quand on met des produits sur le marché, il faut qu'ils soient bien sûr au niveau maximum de conformité et qu'ils sont en compétition avec des grandes marques internationales. Donc ça, c'est une partie qui est une petite partie de notre activité, mais qui est importante. Et puis après, le gros, c'est en fait, c'est vrai qu'il y a une inflation de normes, de conformité, que ce soit en Europe, en France, etc. Et donc, il y a un côté très contrainte pour un retailer de dire, comment je m'assure déjà que tous les produits que je mets sur le marché sont conformes, comment je l'inscris sur mes étiquettes, mes sites web, etc. pour que je puisse donner toute l'information, et puis comment mon consommateur il comprend tout ça dans un univers de normes, de labels, etc. Donc on peut se dire au début c'est un peu une contrainte quand même. C'est une contrainte à la fois administrative, à la fois de visibilité produit, etc. Attends, avant que tu ailles plus loin, Ouais. une question me vient. La responsabilité sur la conformité, elle incombe à qui quand on est distributeur? Aux fabricants, aux distributeurs, aux deux? En fait, un peu des 2. Bien sûr, aux fabricants, s'il y a un problème de conformité forte du produit. Mais en fait, en tant que distributeur, nous, on n'est pas que distributeur déjà. On distribue le produit, mais on l'installe quand c'est un gros produit, on le branche. Parfois, c'est sur aussi des sujets d'évacuation d'eau, donc il peut y avoir aussi des dégâts plus gros que prévu. On le répare dans les 2 premières années ou dans les avis si le client est abonné dans nos programmes d'abonnement comme Darty Max. Donc en fait, même si finalement, au-delà du légal, je dirais, nous, on se sent pleinement responsable. Et donc, s'il y a un problème, le client il va nous appeler nous en premier. Fnac, Darty, celui qui a vendu le produit, et c'est nous qui allons intervenir dans la plupart des cas s'il y a un problème. Alors pas de conformité, mais de panne, etc. Donc on est ultra solidaire quoi, avec le fournisseur et le client. Finalement, au-delà de en fait, qui a une responsabilité légale. Donc ça, c'est important. Et puis après, nous, notamment récemment, il y a eu pas mal de choses autour des indices de durabilité, score indice de réparabilité, score de durabilité, etc. Nous, on a fait de tout ça, de cette contrainte, une opportunité. En fait, on pense qu'il y a une réelle opportunité de donner le plus de visibilité possible aux clients, aux consommateurs sur ce qu'est leur produit, ranker les produits les uns par rapport aux autres. Donc, on y reviendra peut-être, mais nous on a créé un score spécifique pour ça, notre score de durabilité,
pour classer les produits et les marques les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est assez nouveau parce que je dirais ça va plus loin que l'étiquette légale d'indice de réparabilité où on doit dire voilà la note de ce produit-là. On est allé plus loin et on l'a fait nous-mêmes en prenant notamment l'intégralité des interventions qu'on fait chez les clients. On fait plus de 2,5 millions, on fait entre 2,5 millions et 3 millions de réparations par an. Donc en fait, on répare tous les produits. On sait exactement quand est-ce qu'un produit, enfin le taux de panne d'un produit, la fréquence de panne, s'il tombe en panne, la capacité qu'on a à le réparer, est-ce que les pièces détachées durent longtemps, pas longtemps. Donc en fait, tout ça, on en a fait un score, et au-delà de faire un score, on l'a donné en visibilité à tous les clients. Ouais, je comprends à quel point c'est stratégique. J'ai une petite question très opérationnelle. Comment on fait, parce que ça a été assez rapide, pour mettre en œuvre ces indices-là? Comment, parce que la donnée, elle existe à l'origine, mais elle est peut-être pas formalisée, c'est-à-dire les techniciens, les centres, les ateliers Oui. savent, mais il faut le formaliser à un moment ou à un autre. Oui. C'est un travail titanesque. Oui, on a créé une équipe spécifique pour ça. Hein, donc c'est pas. En effet, la difficulté, c'est d'aller récupérer. Alors la chance qu'on a, c'est que nous, cette donnée, on l'avait parce que ça fait 60 ans que Darty fait du SAV. Donc en fait, et donc toutes les rapports d'intervention, on les a. On sait par produit, etc. Après, c'est comment on met en œuvre cette donnée, comment on calcule ce score. Comment on pondère, ou même si on a les données, comment on pondère le taux de panne versus la réparation versus le prix de la réparation, comment on en fait quelque chose d'utile, qui marche bien, qui peut se mettre à jour, etc. Et donc ça, on a créé une équipe spécifique il y a 7-8 ans déjà pour constituer ce score, le suivre, l'animer. Le faire vivre parce que les pièces changent, c'est un travail constant. Tous les jours, il y a des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, un nouveau fournisseur, un nouveau modèle, etc. Donc en fait, cette équipe-là, tous les jours, ils intègrent les nouveautés produits. Et donc c'est un travail quotidien. Et puis après, au-delà d'un score, cette équipe-là, il faut qu'elle l'anime. C'est-à-dire qu'on l'anime auprès de nos équipes d'achat, en disant, voilà, les produits que vous achetez, voilà le score qu'ils ont, comment on fait pour faire mieux. On l'anime auprès de nos partenaires fournisseurs, en disant, voilà votre score, voilà combien vous êtes 3e, 4e, 1er, voilà votre produit qui est le plus dégradé en score, voilà pourquoi. Parce qu'en fait, quand il y a une panne, on peut pas enlever telle partie du produit, donc on peut pas le réparer. Et donc ça va jusqu'à remonter dans les discussions, jusqu'à la chaîne industrielle du fournisseur, du partenaire. Vous avez observé des cas où les produits avaient été modifiés suite au retour que vous leur avez fait? Oui, et c'est assez... on est même nous-mêmes impressionnés par la portée, parce que il faut se dire qu'on est un retailer européen, mais on est petit par rapport à nos fournisseurs. On fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien, mais on parle des plus grandes marques mondiales, qui sont même les plus grandes entreprises du monde, les GAFA et tous les autres, quoi. Donc un petit retailer européen qui va dire le produit est bien scoré, pas scoré, en fait si, ça a eu un impact très fort, parce que quand on commence à mesurer les marques les unes par rapport aux autres, ça a un impact fort chez eux, à très haut niveau, je dirais à niveau mondial. Et puis ils se sont saisis sur pas mal de sujets, de se dire ok, comment j'améliore mon produit, comment j'améliore parfois le procédé de fabrication d'un produit, parce que en fait on est les premiers à repérer sur le marché la difficulté, parce que ils ont moins de contact avec le consommateur final. Donc nous on est capable de voir quelques mois après la mise sur le marché si on a un taux de réparation énorme, et on est capable de l'expliquer, c'est-à-dire quelle réparation, pourquoi, quelle pièce, etc. Donc c'est une vertu très forte, parce que l'intérêt il est aligné entre un fournisseur, nous et le client. Tout le monde a intérêt à ce que le produit soit ultra qualitatif, que le client soit content, etc. Donc les marques, elles ont intérêt à avoir cette information et à la prendre en compte dans leur procédé de fabrication aussi. Est-ce que tu vois des différences de comportement par rapport au rapport que vous transmettez à vos fournisseurs en fonction de qui ils sont? Est-ce que un Bosch, un Miele réagit de la même façon que les constructeurs chinois qui ont des produits d'entrée de gamme, souvent, même si aujourd'hui on les voit monter en gamme? Est-ce que la culture est la même en fonction de la zone géographique où se trouve le fournisseur? C'est une bonne question. Je dirais les marques qui ont une image de marque de qualité, bien sûr que c'est encore plus important pour eux. Donc en fait, quand vous avez des marques qui s'attendent à être sur le podium et qui y sont pas, qui justement se font dépasser par d'autres, je dirais le problème est encore plus grand, parce que ils se disent mais mon image elle est sur la longévité, elle est sur la qualité de produit, et en fait vous êtes en train de montrer que c'est pas exactement le cas.
Donc la discussion est d'autant plus importante. Après, il y a un mouvement global quand même, qui est pas notre score, il était base 100 en 2017, 2017-2018. Aujourd'hui, il est à 135. Donc bon, c'est des indices, voilà, mais c'est-à-dire que les produits sont quand même 35% plus durables aujourd'hui qu'avant. Et pourtant, il y a eu entre-temps, bien sûr, des produits de marques chinoises, de marques asiatiques, qui arrivent de plus en plus fort sur le marché. Donc c'est un mouvement, je dirais, assez global. Il n'y a pas certains qui disent moi je m'en fiche, je veux juste vendre des produits bas de gamme, et d'autres qui disent c'est important pour moi. Mais c'est encore plus important pour les marques qui ont une image de marque, qui vendent cher. Et c'est aussi dans le critère d'achat des clients. Quand je parle de l'électroménager, il y a 2 critères principaux, le prix et la durabilité du produit. Donc en fait, toutes les marques savent aussi qu'un produit qui est affiché plus durable, qui va durer plus longtemps, le client, il va accepter de payer un petit peu plus cher pour avoir ce produit-là. Donc, c'est aussi un intérêt de monter en gamme pour tout le monde. Avant de passer la parole à Nicolas, une petite question sur l'impact. On parle de stratégie, hein, en quoi ça a un impact stratégique. Cet indice de réparabilité que vous avez construit, et tu viens de nous expliquer très clairement comment il a été construit, sa valeur, pour en faire un asset dans le discours commercial. Est-ce que les vendeurs, parce que bon, on est aussi, évidemment en ligne, mais pas qu'en ligne, hein, Fnac Darty c'est connu pour ses magasins. Dans quelle mesure les vendeurs sont formés pour pouvoir intégrer cette donnée nouvelle et influer sur le choix du consommateur? C'est vrai que c'est bien d'avoir le score, mais après, à quoi ça sert? Et au début, honnêtement, il y a 7-8 ans, quand on a lancé ce baromètre, on s'est dit: «Ça va être super parce que les clients, ils vont tout de suite choisir le bon produit, et ça va être là où va être l'impact. Le client va trouver directement et va choisir». Et en fait, déjà, le plus gros impact qu'on a eu au début, c'est la discussion avec les fournisseurs, plus que le client. Parce que c'est eux qui ont réagi directement en disant: «Attendez, il y a un classement qui est arrivé et qui me met 3e, 4e, 5e». Donc ça a déjà permis d'ouvrir des discussions avec les fournisseurs sur des sujets sur lesquels on discutait un peu avant, mais pas autant. Le deuxième sujet, c'est, on a, je dirais, mis dans le variable, en fait, de l'intégralité du groupe, et notamment avant des vendeurs en magasin, de ceux qui achètent des produits, donc nos acheteurs à direction commerciale, un objectif de score de durabilité de leur catégorie. Donc c'est-à-dire que chacun, j'achète des produits audio, j'achète des télés, j'achète de gros électroménagers, j'ai un objectif d'augmenter mon score à un certain niveau en fonction de là où je pars. Donc ça veut dire qu'il va devoir construire son assortiment, l'acheteur, le chef de produit, en fonction de la capacité de vente, de la marge, mais aussi de la durabilité de son assortiment. Donc il peut à un moment avoir plus d'intérêt à pousser tel produit qui est plus durable versus un autre, même si ce produit est par exemple moins margé ou voilà. Et donc ça, bien sûr, ça a un effet, parce que dans nos assortiments, on prend en compte ça comme un nouveau critère, pas seulement le chiffre d'affaires ou la marge. Et puis après, pour les vendeurs, donc ça a été aussi un des gros changements depuis 5-6 ans, les vendeurs en magasin, parce que c'est vrai que un vendeur en magasin, vous dites, on va vendre des produits plus durables, et puis en plus on va vendre un service pour lequel le client il reviendra pas parce qu'il va réparer tout le temps son produit, et du coup il va garder son produit le plus longtemps possible. Quand votre métier depuis des années c'est de vendre des produits, vous dites: c'est quand même un peu, moi je vais plus revoir personne dans mon magasin, il va avoir un problème en fait. Donc il y a eu un vrai change avec cette conviction que les produits on veut les faire durer plus longtemps. On va avoir une relation avec le consommateur différente, et que on va gagner de la part de marché aussi, et donc des clients par cet aspect-là. Mais qu'un client unitaire qui achète un lave-linge, oui, j'ai pas envie de le revoir dans les 5-10 ans, et tant mieux, quoi. Mais c'est assez nouveau. C'est aussi nouveau dans la formation, dans le plan de rémunération des vendeurs, voilà. Et puis le dernier, c'est le client, comment on lui dit. Et là, on a mis en place dans chaque catégorie en gros, un label qu'on appelle choix durable, qui est en gros les meilleurs produits de la catégorie. Et donc ça, dans un rayon maintenant, on peut voir, ou sur le site web, on peut voir tel produit, il est choix durable, ça veut dire qu'il fait partie du top 10% de la catégorie, sur chaque catégorie, lave-linge, etc., les meilleurs produits. Donc ça donne aussi une info, parce que pour reboucler avec ce qu'on dit au début, l'inflation des scores, des normes et tout, dire que ce produit-là, il a 152,7 de score de durabilité, ça me dit pas grand-chose en tant que client. Ouais, il faut un élément de comparaison. Ouais, comment je dis au client des choses? Et puis si je donne toutes les données, bon, ça va pas l'intéresser non plus. Donc
Et ça, on est encore en train de se chercher, je dirais, de dire comment on donne le bon niveau d'info au client pour qu'il puisse choisir sans non plus le faire crouler sous les informations. Et on a trouvé ça qui est pas mal, qui est de dire, en gros, voilà, ça, vous êtes dans les 10% des meilleurs produits de la catégorie. C'est une info qui est assez valable parce qu'on sait que dès qu'on les produits sont labellisés sur ce label-là, ils accélèrent assez fortement en vente par rapport aux autres. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, la durabilité du produit, c'est un critère énorme de choix numéro 1 ou numéro 2 en fonction des pouvoirs d'achat des gens. On voit aussi que le modèle évolue effectivement avec en vendant des produits plus durables, donc on change moins souvent. Mais il y a les services qui viennent se rajouter là-dessus. Le développement des services vient peut-être un peu compenser un repeat business qui mécaniquement diminue. Oui, c'est le modèle et surtout des services par abonnement, ce qui est assez nouveau, qu'on a lancé il y a 5-6 ans avec, on a plusieurs, mais le plus emblématique, c'est Dartimax, qui est notre service de maintenance et de réparation. Où en gros, pour 12 €, à partir de 12 € par mois, pour nos clients, on leur répare et on leur maintient l'intégralité des produits chez eux, qu'ils aient été achetés chez nous ou ailleurs. Tous les produits du foyer, là où avant, le modèle des distributeurs, c'était de dire, je vous garantis ce produit-là un peu plus longtemps, 2, 3, 5 ans, etc. Là, on passe sur un service tout compris, à vie, tant que les pièces détachées sont disponibles. Et donc ça, c'est vrai que ça équilibre un peu le modèle économique entre le produit et le service. Et donc ça permet aussi de voir beaucoup de choses. Mais du coup, quand on a beaucoup d'abonnés qui sont abonnés à un abonnement de réparation de produits, on a plus d'1,5 million d'abonnés à ce service-là. Ça veut dire que moi, s'ils appellent tous demain, je répare tous leurs produits. Donc j'ai intérêt à ce que leurs produits soient plus durables, parce que plus les produits sont durables, plus ils durent longtemps. Moi, je vais venir réparer chez eux. Faut pas qu'il y ait... C'est aussi vertueux. Enfin, ce modèle-là, il est vertueux que si on vend des produits vertueux. En fait. Si on vend des produits à petit score, en fait, ça marche pas, quoi. Ouais. Ou alors je dois faire payer très très cher. Il y a une équation qui tient plus. Voilà. Nicolas, là, ce que vient de nous raconter Martin, c'est génial parce que c'est une sorte de cas d'école de tout ce qui se fait. À l'échelle européenne, tu observes des actions similaires à celles qui sont mises en œuvre chez Fnac Darty? Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui essayent de faire de la conformité un levier stratégique un peu à la même manière, parce qu'en fait, et Martin disait bien, il y a de plus en plus de lois et de normes et il y a une accumulation en ce moment, il y a une avalanche réglementaire. Et la conséquence de ça, c'est que les entreprises doivent aussi collecter de nouvelles données et beaucoup plus de données. Et donc, au-delà de la collecte de cette donnée purement dans un contexte, OK, il faut que je sois conforme avec la loi et que je puisse prouver que j'ai cette donnée, ces informations, c'est comment on fait pour utiliser cette donnée, pour aussi montrer aux consommateurs tous les travaux qu'on fait derrière. Et je trouve que l'exemple de Fnac Darty est un très bon exemple. Et il y en a d'autres comme ça, parce que chez nos clients, par exemple, ça va être sur les sites e-commerce, on a de plus en plus d'informations sur la traçabilité, pareil sur toute la notion de la traçabilité. C'est quoi la traçabilité au sens? C'est d'où vient le produit, quels ont été les matériaux utilisés, avant d'être capable de prouver en fait que la manière dont on a construit ce produit est finalement éthique, conforme. Et c'est des choses qui sont ou pas en fait, mais il faut dire comment il a été construit, c'est ça. C'est ça, c'est être capable de donner cette information. Mais donc, ouais, je pense que nous, ce qu'on voit chez nos utilisateurs et globalement, c'est qu'il y a une volonté d'utiliser cette donnée et d'en faire un levier presque marketing, en fait, de dire voilà, on a fait nous les travaux pour être conforme, et en fait, c'est quelque chose qui est valorisé par les clients aussi derrière. Est-ce que tu observes un mouvement qui consiste à dire que ce sujet-là remonte en haut, c'est à la direction? Est-ce que les directions des différents retailers, e-commerçants se saisissent bien de ce sujet-là? Martin, il est au Comex de Fnac Darty, donc on voit bien que c'est le cas. C'est un sujet que j'avais aussi abordé avec Enrique quand il est passé derrière ce micro. Mais tu observes ce même mouvement ailleurs? Est-ce qu'il y a encore un travail d'éducation à faire au sein des organisations pour leur faire comprendre la dimension stratégique de cette question? Je pense que c'est quelque chose qui revient un peu mal quand on parle avec des responsables d'équipe conformité. C'est effectivement comment est-ce qu'on embarque en fait au-dessus d'autres équipes sur l'importance de ce sujet, et ça passe justement par l'éducation pour leur faire comprendre que effectivement c'est un levier stratégique.
Donc j'aurais tendance à dire que oui, parce que souvent dans les conversations qu'on a, ça va au-delà des équipes conformité. Il y a des directions, plutôt COMEX, des directions opérations qui sont aussi impliquées, parce que justement la conformité implique des changements opérationnels parfois profonds. Enfin, je pense notamment, tu vois, en ce moment il y a une réglementation sur les emballages qui arrive. Ça concerne en fait tout business, parce que c'est la PPWR, on va pas rentrer trop dans le détail de ce que c'est, mais en résumé, c'est une réglementation qui fait que ton packaging, ton emballage va être considéré comme un produit à part entière, ce qui fait que tu dois le documenter comme un produit à part entière. Tu dois comprendre quels sont les composants de ton packaging, tu dois avoir une déclaration de conformité. Et donc ça veut dire que derrière, opérationnellement, il faut aller chercher cette information auprès de tous tes fournisseurs, auprès de tes fournisseurs de packaging. Il faut scorer. Et eux, ils potentiellement n'ont pas le packaging. l'obligation de te les fournir quand ils te livrent? Bah, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ils vont peut-être jusqu'à présent, en tout cas, ils étaient pas obligés de te fournir un certain nombre d'informations. Donc ça veut dire que ça va au-delà de l'équipe potentiellement conformité. C'est avec l'équipe achat, l'équipe sourcing. Enfin, il y a d'autres personnes qui doivent être impliquées. Et donc ce type de réglementation, je pense qu'elles ont des effets de vague au-delà simplement d'une équipe qui s'occupe de ça au quotidien. Et donc ça implique les directions. Mais ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a une volonté de participer, en tout cas d'être impliqué au niveau de direction sur ces sujets-là. Martin, concrètement, qu'est-ce que ça change tout ça dans les organisations, même si en filigrane on a compris que c'était saisi. L'exemple que Nicolas donne d'une nouvelle réglementation sur les emballages, euh, comment ça fonctionne? Comment vous intégrez ça dans votre organisation? Et est-ce que ça en quelque sorte, ça a été un input pour repenser un certain nombre de fonctionnements au sein de l'organisation, ou alors celle-ci avait été déjà designée de telle sorte à ce que quand l'environnement extérieur bouge, on l'intègre? Ou alors ça reste un challenge? Un peu des deux, un peu des trois. Déjà, il y a des équipes qui se sont renforcées parce que cette inflation de normes, et puis à chaque fois, c'est très technique. C'est-à-dire, là, tu viens de parler des emballages, etc. Enfin, c'est quasiment des métiers d'experts. Donc nous, c'est vrai que les équipes, que ce soit conformité, légale, et ou ces équipes score produit se sont renforcées ou créées ou renforcées avec des pôles d'expertise là-dessus qui ont toujours existé chez des retailers ou des fournisseurs, mais qui, je trouve, sont encore plus en nombre et en niveau d'expertise encore plus renforcés. Et on va au-delà de tout ce qu'on faisait avant. Après, notre cas à nous, c'est qu'on a toujours travaillé autour de ça. Côté Darty, je parlais de la réparation. Côté Fnac, il y a depuis longtemps le labo Fnac, qui existe toujours, même si c'est pas de la conformité, c'est du test produit. C'est un peu la philosophie de la chose quand même, hein. Exactement, c'est de dire, je prends un produit qui a été certifié par tout le monde et qui vient d'un fournisseur, et moi je vais faire mon propre test derrière. Ouais. J'en prends combien je veux dans mon assortiment et je vais le tester sur plein de critères. Donc en fait, on a toujours en tant que distributeur intégré ça, nous, dans notre façon de faire. En revanche, ce qui est plus difficile, c'est que il y a de plus en plus de normes sur des choses beaucoup plus variées. C'est pas seulement le produit, ça peut être le produit, ses composants, comment il a été fait, son emballage. Donc finalement, c'est pas seulement est-ce que le produit il est sain ou pas sain. Il y a aussi beaucoup de concurrence dans le retail avec des conformités variables, je dirais, sur certaines plateformes. Et donc, on est dans un monde où on se bat en tant que retailer contre d'autres qui n'ont pas les mêmes standards ou qui appliquent pas les mêmes standards de conformité. Et en plus, on y reviendra certainement, mais il y a maintenant la seconde vie ou les produits de seconde vie qui apportent encore un autre sujet, parce qu'en fait, on a d'autres sujets de conformité qui sont pas les mêmes. Est-ce que le produit a été bien reconditionné? Enfin, tout ça. Donc en fait, je dirais, ça fait longtemps que c'est intégré, mais c'est de plus en plus difficile, voire de plus en plus central, parce que à la fin, il y a quand même un client, un consommateur, et lui, il a du mal à faire la différence. Quand on voit parfois certains sites, encore plus sur la seconde vie, sur le reconditionné, le consommateur, il a beaucoup de mal à faire la différence entre un bon produit et un mauvais produit. On se rend compte que tout ça, il y a aussi une question de données. Évidemment, il y a la réglementation, les services compliance qui sont là pour identifier et gérer à leur niveau un certain nombre de choses. Mais l'enjeu principal, il est dans la diffusion au sein de l'organisation, dans tous les autres métiers de cette réalité-là. Et pour qu'il y ait diffusion, il faut qu'il y ait données. Tu parlais tout à l'heure de la donnée de réparabilité, mais là on va bien au-delà. Et effectivement, cette donnée, il faut qu'elle puisse être transmise un peu partout. Surtout si en fin de cycle, il y a cet enjeu de circularité pour lequel la donnée va reprendre une vie différente. Oui, et c'est vrai que
C'est la donnée, c'est en tant que distributeurs et distributeurs, je dirais assez âgés, historiques, on en a beaucoup, mais on n'est pas les champions de l'organisation de la donnée, quoi, par rapport à une start-up qui peut-être est née comme ça. Donc en fait, tout l'enjeu est de se dire comment je récupère les bonnes données au bon endroit, Au bon moment. au bon moment, je le mets à jour. Comment bon après l'IA qui arrive nous apporte plein d'opportunités et des choses qu'on fait nous, et des choses qu'on fait avec des partenaires aussi, mais ça, c'est un énorme enjeu de dire comment je suis, le toutes les données d'un produit tout au long de sa vie. Et pas seulement notre enjeu, on se met je dirais une barre un peu haute, mais notre enjeu est pas seulement de le suivre pour le vendre, mais de suivre après l'avoir vendu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a vendu le produit, comment je peux encore suivre comment, il évolue dans sa vie, donc notamment est-ce que j'ai besoin de le réparer, de le maintenir, est-ce qu'un jour je peux le racheter à un client, pour le revendre? Est-ce que je peux le reconditionner et cetera? Donc on Ou est en pour le train de recycler. ou le recycler et cetera. Quelle est la valeur à la fin d'un produit, qui est chez un de nos clients ou que je récupère? Voilà, tout ça, c'est des choses, on est encore, honnêtement très au début, mais on sent qu'il y a quelque chose de très, très fort là-dedans. Sur, je dirais, la donnée produit tout au long de sa vie et pas seulement au moment où on le met sur le marché. Côté, de façon plus, côté Complia, vous avez un point de vue qui est un peu large, enfin qui est assez large. Il y a des angles morts là-dedans, là, dans ce dont on vient de parler, sur la donnée, sur le cycle de vie, auquel il faut faire attention? Ah, c'est souvent, c'est souvent. Je pense que la donnée produit une fois que le produit est sur le marché, enfin qu'il a été vendu et qu'il vit dans la nature d'une certaine manière, c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais même sur la donnée en elle-même, ce qu'on voit souvent, c'est quand même les données produits sont très parfois éclatées. En fait, il y a plusieurs systèmes pour différentes données. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je vais avoir des systèmes spécifiquement pour la donnée liée à l'impact carbone, ce genre de choses. Et à côté, tu vas avoir un autre système avec purement la donnée technique du produit. Et puis à côté, il y a peut-être un autre outil pour gérer tous les documents du produit. Donc c'est vrai que sur la donnée, il y a ce sujet elle vit un petit peu partout. Et donc pour l'exploiter correctement, c'est comment est-ce qu'on essaie de la centraliser, de la rationaliser et de l'exploiter derrière. Donc je suis assez aligné sur le fait que c'est pas toujours un sujet évident et qu'il y a des données qui sont simplement dures à aller récupérer parce que je pense que la nature même de la donnée du produit, une fois qu'il est chez le client, c'est plus compliqué de l'avoir. Ouais, on est sur des sujets de gouvernance de données. Exactement, aussi, ouais. Et ça, tu vois que dans les différentes organisations, ils sont alertes par rapport à ces questions-là? Ouais, c'est souvent une question qui se pose, enfin, c'est un challenge, je pense pour tout le monde, hein, la donnée, surtout la donnée dans le contexte cycle de vie du produit et réparabilité. Au-delà de la donnée produit en elle-même qui est déjà pas toujours évidente à gérer, on voit quand même que c'est un challenge, ouais. Côté Martin, justement, circularité, seconde vie, la confiance dans le produit, est-ce que parce que bon, tu l'as bien expliqué, hein, c'est un cycle complet, que vous devez suivre. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, ça tu parlais de la réparabilité qui avait une influence sur l'achat avec les Mmh. fournisseurs, mais est-ce que, la capacité à suivre, aller dans la circularité vient aussi impacter, les achats? Alors, sur certaines catégories, oui, on voit que je prends le téléphone portable, Ouais. les clients, ils savent très bien maintenant combien ils peuvent revendre leur téléphone dans 2 ans, dans 3 ans, en fonction de la marque, du modèle et cetera. Donc, il y a des systèmes qu'on a en place, par exemple, où on prévoit de racheter en avance son produit et donc voilà, mais même si on fait pas ça, il s chacun fait enfin, le consommateur, il fait son calcul en disant: «Je peux acheter ça parce que dans 2 ans, en fait, ça va me coûter ça moins ce que je vais, revendre dans 2 ans, dans 3 ans. Donc je préfère acheter telle marque, tel modèle». En fait, c'est un peu comme, une avance, quoi. Je sais que dans 2 ans, et donc si je m'en occupe bien, que je mets une cover sur mon écran pour pas le casser et cetera, normalement dans 2 ans, je récupère 200, 300, 500 €. Donc sur certaines catégories, c'est déjà le cas. Moins sur, de l'électroménager par exemple, où là, il y a pas encore en France ou en Europe une valeur, on ne sait pas dans 10 ans combien je vais pouvoir revendre mon lave-linge, mais un jour ça arrivera. Donc voilà, ça a une valeur déjà sur certaines catégories, qui déclenche l'achat. Et après sur la seconde vie, nous là c'est plutôt nous en tant que récupérateurs de produits ou distributeurs, notre enjeu il est de donner très tôt une valeur aux produits qu'on récupère. Par exemple,
par an, on récupère 45 000 tonnes de gros électroménagers. Donc des produits qui sont chez nos clients. Quand on en livre un, on en récupère un. Tout notre enjeu, il est de très très vite dire quelle valeur il a ce produit. Et donc pour ça, il faut connaître un peu d'historique, de données. Et c'est un véritable enjeu, ça. Donc ça, c'est un enjeu très fort parce que c'est vrai que vous arrivez, vous êtes face à un produit, vous savez pas ce qu'il a eu, quoi. Vous savez même pas s'il marche pas. Alors on peut en discutant un peu avec le consommateur, mais comment on récupère cette donnée? Ce que tu disais, bon voilà, c'est compliqué. Donc là, je dirais c'est le début. Il y a plusieurs choses. On a mis en place un système de filtering de ces produits. Grâce à la plaque signalétique, on sait quel âge il a, où est-ce qu'il a été produit, quel est son équivalent sur le marché aujourd'hui, à quel prix on peut le revendre. Il y a une forme de cote. Il y a une forme de code des produits, ce qui existe beaucoup sur les smartphones, sur les laptops, mais ça existe aussi sur l'électroménager, plus par ça, c'est telle génération, donc comparable à tel type de produit ou tel type de caractéristiques. Et puis après, on est capable d'évaluer en fonction des pièces d'usure ou des pièces générales. Est-ce que en fait, il marche pas, ou s'il marche pas, est-ce que je peux remplacer quelques pièces, mais en fait, ça vaut encore le coup parce que c'est des pièces qui valent pas très cher par rapport au prix total du produit. Est-ce que tu as aussi des informations extérieures qui sont beaucoup plus diffuses à capter, mais est-ce que vous chercheriez à les capter? Typiquement, prenons un lave-vaisselle. Un lave-vaisselle utilisé dans un foyer où il y a 2 adultes, c'est pas la même utilisation qu'un foyer où il y a 2 adultes et 3 enfants. Alors là, ça c'est l'avenir, hein. C'est ce que on n'est pas encore, hein. J'aimerais dire oui, c'est ce qu'on fait, mais oui, savoir combien de cycles, comment elle a été utilisée. Un lave-vaisselle qui a pas été entretenu pendant 10 ans, c'est pas la même chose qu'un lave-vaisselle de quelqu'un qui a nettoyé les filtres tous les 2 mois. Ouais. Donc tout ça, on aimerait le savoir parce que ça permet de donner une valeur. Ça existe sur la photo quand on récupère un appareil photo hybride, on sait le nombre de clics qu'il a eu. Donc on sait en fait s'il a été beaucoup pas utilisé, etc. Un portable, c'est pareil, on connaît sa batterie et tout. Un jour, ça arrivera. Nous, on le pense, ça arrivera sur les gros électroménagers. Et puis un des sujets qui arrivent beaucoup là-dessus, c'est tu en parlais à l'introduction, mais c'est le passeport digital. La carte d'identité digitale du produit, ça, c'est le moyen de savoir exactement tout ce qui est arrivé au produit tout au long de sa vie. Comment on renseigne les données sur le passeport digital? Alors déjà, on est au début. C'est une réglementation européenne. Alors nous, on a lancé un peu plus tôt parce que on aime bien lancer un peu plus tôt, tester les choses, mais c'est encore au début. Et puis on a commencé pendant équiper les villages olympiques de Paris 2024. Donc on a récupéré les produits après les avoir équipés. Donc on a commencé à déployer le passeport digital sur ces produits-là. Et puis on s'est mis une cible d'en déployer 1 million cette année. Donc 1 million, c'est beaucoup, mais en même temps, vu tous les produits en circulation, c'est petit. Mais bon, faut commencer quelque part. En gros, le passeport digital, ce qui est différent, c'est que c'est ouvert. C'est un écosystème le plus ouvert possible. Donc l'idée, c'est de dire que tout le monde peut remplir des données. C'est le Wikipédia de la fiche produit. Ouais, c'est la fiche produit digitale, c'est la carte d'identité digitale tout au long de la vie du produit. Donc ça peut être au début, quand il est fabriqué, donc les informations, ça peut être où est-ce qu'il a été fabriqué, à quelle date il a été vendu, chez qui, donc ça c'est au début. Mais idéalement ensuite, c'est est-ce qu'il a été réparé un jour, 2 ans plus tard, par qui? Est-ce que vous avez un abonnement d'Artimax et du coup, en fait, vous faites la maintenance tous les ans de votre produit? Peut-être demain, je dirais à chaque fois que je lave mon filtre pour valoriser le truc. Si un jour il est récupéré, reconditionné, par qui? Et donc en fait, suivre le produit tout au long de sa vie pour que dans 5 ans, si vous tombez sur ce produit ou vous voulez le revendre, on puisse se dire celui-là, il a une longévité encore forte, celui-là non, quoi. Oui, en fait, c'est un peu comme le carnet d'entretien pour une voiture. Exactement. Quand on revend sa voiture et qu'on prouve qu'on a fait l'entretien chez le constructeur tout au long de la vie de la voiture, il y a une surcote par rapport au marché parce que elle a été correctement entretenue. C'est un peu cette idée-là. Hein. Exactement pareil. Et d'ailleurs, tout le monde entretient sa voiture. C'est même obligatoire à un certain moment. En revanche, entretenir son lave-linge, son ordinateur portable, pas encore totalement mainstream, quoi. Pas complètement. Donc, mais c'est exactement la même idée. Exactement la même idée. Et est-ce qu'on peut décemment envisager de scaler, je sais pas si c'est le bon mot, la circularité sans la donnée produit? On pense pas, parce que en fait,
ce sont des marchés déjà qui sont difficiles d'un point de vue rentabilité, c'est sûr. C'est plus compliqué. Vous allez prendre un lave-linge récupéré, vous allez le faire voyager, le démanteler, passer des heures dessus, puis à la fin dire en fait non, il va pas durer longtemps. Bon, là on perd beaucoup d'argent, quoi. Donc faut grâce à la donnée arriver très vite à savoir où est la valeur du produit pour savoir si je dois faire quelque chose ou je le recycle ou en fait sa valeur c'est juste ses pièces. Ça sert à rien d'essayer de le reconditionner. Et tout ça, ça marchera pas sans la donnée. Ça marchera pas sans la donnée. Ça marchera pas non plus sans donner accès à cette information aux consommateurs. Parce que vous comme moi, tout le monde, on se dit je vais pas acheter même si c'est moins cher si ça dure pas longtemps. Vous allez faire une fois et puis après plus jamais. Comme la voiture, quoi. Une voiture d'occasion, si voilà, c'est pas parce qu'elle est d'occasion qu'elle doit pas durer. Donc sans la donnée, on n'y arrivera pas. Et il y a peut-être des choses qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à maintenant. Typiquement, certains produits qu'on n'arrive pas à reconditionner à l'échelle parce qu'il n'y a pas de modèle économique, parce que c'est trop complexe. Peut-être que demain, on y arrivera grâce à la donnée. Donc ça, nous, on y croit beaucoup. Bah, merci pour cette précision, Nicolas. La réglementation, elle accélère ce processus? Bah, clairement, typiquement le passeport produit digital, et je pense que Fnac Darty est quand même bien en avance sur le sujet, mais c'est dans toutes les têtes aujourd'hui des retailers, et je pense que la difficulté, c'est aujourd'hui ils savent pas exactement quelles données en fait ils vont avoir besoin de récupérer et comment ils vont devoir l'exposer et comment ça va se construire. Donc je pense que c'est pas mal que vous ayez déjà un coup d'avance là-dessus parce que aujourd'hui il y a quand même pas mal d'inconnus encore sur le sujet. Mais donc ça accélère forcément les réflexions autour de comment on récupère en fait des données autour des produits et à tous les niveaux pour potentiellement demain pouvoir les exposer aux consommateurs. Et il y a des secteurs dans lesquels c'est peut-être même un peu plus difficile. Je pense peut-être au luxe où il y a peut-être un peu plus de secret sur la donnée produit, sur certaines manières dont le produit a été conçu. Bah oui, il y a les questions aussi de comment est-ce qu'on va s'adapter à ce type de réglementation. Donc clairement, je pense que la réglementation c'est un facteur d'accélération de parfois de bonnes pratiques finalement de ces entreprises sur la collecte de données et plus globalement pour les consommateurs aussi pour avoir accès à ces informations. Et ça permet finalement de structurer de nouveaux modèles? Bah, par la force des choses, oui. C'est-à-dire que si avant, tu étais pas en mesure de structurer ta donnée ou tu la collectais pas, maintenant, tu vas collecter ta donnée, tu vas devoir réfléchir à une manière de la structurer, une manière de l'afficher pour tes consommateurs. Donc, c'est forcément un effet positif pour les retailers, je pense. Martin nous a parlé de l'IA qui arrive dans ces sujets-là et qui vient les aider. Mais toi, comment tu vois l'arrivée de l'IA dans cette équation? Il y a plusieurs choses. Alors si on regarde purement le côté réglementaire, ce qu'on voit c'est que l'IA permet quand même de faciliter le travail de compréhension des textes pour les équipes conformité, d'extraction des informations, d'identifier aussi les risques ou les écarts de conformité, c'est-à-dire qu'on peut assez facilement comparer les exigences d'un texte réglementaire avec la donnée produit qu'on aurait déjà et comprendre est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il y a potentiellement des choses qu'on va devoir adresser. Donc l'IA, je pense, accélère déjà ce travail. Parce qu'il faut comprendre que c'est un travail qui se fait quand on a un catalogue de, je sais pas, 10 000, 15 000, parfois des centaines de milliers de produits. Imaginez faire ce travail pour chaque catégorie de produits, pour chaque produit individuel. L'IA, clairement, c'est un vecteur d'accélération. Si on peut, en quelques minutes, pour un produit, comprendre, OK, l'exigence dit ça, le produit aujourd'hui, c'est ça les informations. Voilà potentiellement ce qu'on va devoir faire, quel nouveau test on va devoir faire, quel nouveau document on va devoir produire pour que ce produit soit conforme avec les lois avec lesquelles il est censé être conforme. Donc il y a ce côté-là, je pense. Et après, il y a aussi un côté sur l'enrichissement de la donnée au niveau d'un produit, par exemple, parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, est assez efficace même pour analyser une image. Donc nous, dans le plateforme, on s'en sert pour parfois enrichir la donnée du produit sur la base d'une photo qu'on aurait du produit, dire ok, c'est tel type de produit, il y a telle caractéristique du produit qu'on est capable de voir, et la donnée produit qu'on a nous va être enrichie sur cette base-là. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments. Ouais, le premier élément qui est plutôt l'analyse à grande échelle en fait d'informations avec l'IA et l'enrichissement de données continu en fait sur les produits. Et est-ce qu'on peut imaginer que l'IA va venir jouer un rôle prédictif? On parle de l'économie circulaire, enfin, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, Martin, mais est-ce qu'on peut imaginer ce service de prédiction du comportement avec l'IA, renforcé par l'IA? C'est difficile à dire parce que en fait l'IA, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin quand même de données, donc on en revient un peu au problème original. C'est-à-dire que si l'IA n'a pas de données, c'est difficile de faire des analyses ou même des prédictions. C'est-à-dire que la prédiction qu'elle ferait sans potentiellement avoir d'informations initialement serait pas forcément bonne. Donc je pense qu'on en revient un peu au problème principal qui est, en fait, l'IA, de toute façon, pour qu'elle fonctionne bien, il faut de la donnée de qualité. Oui, bien sûr. Et ça, toi, Martin, comment tu l'appréhendes?
Il y a tout un truc sur, un peu le Graal, c'est la maintenance prédictive, voilà. Et je parlais au début de notre score. Nous, notre score, aujourd'hui, c'est de la statistique classique, je dirais. Bon, c'est pas de la de la prévision, c'est de la statistique constatée. En revanche, oui, d'étape d'après, si on arrive à injecter toute cette donnée dans des modèles qui apprennent, peut-être qu'un jour on va se rapprocher de la prédiction. Et si on sait, grâce au passeport numérique, l'intégralité des produits qu'il y a chez les gens, comment ils l'utilisent, etc. Bon, entre nourrir un modèle de données de réparation au fil de l'eau, plus enrichir de données d'utilisation, on sent qu'il y a un truc, qu'on va pas être Mais trop loin. Mais ça arrive, hein, ça te parle, ça vous parle la notion de reinforcement learning. Ouais, bien sûr. C'est ça, hein, en fait, hein, c'est identifier un besoin, un problème, un événement avant même qu'il ne se produise. Oui. Et ça, c'est je reviens à notre abonnement d'Artimax à la réparation, à la maintenance. On l'a conçu comme ça, je dirais non, mais on l'a conçu dans l'aspect maintenance. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on fait de la maintenance où on dit à des personnes chez eux, en visio, il faudrait que tu changes telle pièce parce que sinon ton produit va tomber en panne dans 2 ans. Mais si on arrive à être de plus en plus précis grâce à des modèles de prédiction, ce serait un atout énorme de dire attention, dans 1 an, vous devez changer telle pièce ou changer tel produit maintenant parce que voilà. Et ça ce serait un atout énorme. Mais bon, on en est encore loin. Mais Et on en est encore loin, mais avec pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, la donnée diffuse du de l'utilisation d'un produit à domicile. On prenait l'exemple d'un foyer avec 2 personnes ou 5 personnes, l'utilisation est pas la même. Sur la base de rapports, c'est-à-dire la récupération de lave-linge, de lave-vaisselle, qui vient de différents types de foyers et les constats qui sont faits où on dit, bah, a priori, là, c'est pas très bien entretenu, là, ça l'est plus, là, il y a plus de cycles. On peut imaginer que sur la base de toute cette connaissance-là, quand on a un nouveau client qui arrive chez Dartimax, qui achète un lave-vaisselle, on sait que dans son foyer, il y a 3 enfants, et sur la base de tout ce qu'on a, on va pouvoir être en prédiction de dire, a priori, dans 3 ans, 8 mois et 2 jours, il y a un truc qu'il va falloir faire en maintenance. oui, oui, c'est la cible. Là, on donne pas mal de conseils un peu classique à tout, je dirais général, enfin de manière générale, mais idéalement c'est ce qui peut ça peut nous donner la possibilité de faire des conseils ultra personnalisés. Et on sait qu'en plus 30 à 50% des pannes en fonction des produits ont des sujets d'utilisation. Ça veut dire qu'on a mal utilisé ou on n'a pas fait une action simple sur le produit. Le cas le plus à tout le monde, c'est le détartrage de sa machine à café. En fait, il suffit de dire attention. Voilà, si on arrive à dire à une personne, toi de ton produit, il faut faire telle action maintenant. Bon, ça revient encore une fois comme à la voiture, c'est-à-dire le fait que après les gens puissent le faire, veuillent le faire, etc. Et si on arrive à être ultra précis, on va sacrément allonger la durée de vie des produits. Parce que il y a même pas, parfois c'est même pas changer une pièce, c'est faire une action que vous pouvez faire chez vous en 15 minutes, quoi. Et donc là, ça impose un travail d'éducation, de pédagogie auprès de la clientèle Aussi. Et ça, c'est intégré dans votre modèle? C'est intégré. Alors déjà, pour nos abonnés, c'est ultra intégré parce que déjà, ça commence par ce qu'on appelle un check-up. Donc, on passe une demi-heure avec le client pour lui dire, alors, on va faire le tour de vos 3 ou 4 appareils qui sont le plus susceptibles de tomber en panne en fonction de vos équipements. Et on va vous apprendre 2-3 choses pour que ça tombe pas en panne. Donc, la machine à café, le frigo, le filtre du lave-vaisselle ou de la machine à laver. Et on fait les actions avec le client en disant, voilà, on vous montre comment faire. Ça, vous faites tous les 2 mois, ça tous les 2 ans, ça toutes les 2 semaines en fonction des produits. Donc, on essaie de sensibiliser les gens à se dire, bah, vous avez une action à faire sur vos produits. Et puis après, on a beaucoup, y compris pour nos non clients abonnés, mais nos clients classiques, on essaie de donner des tips tout au long de la vie des produits en fonction des produits qu'ils ont achetés, en disant voilà, ça fait 1 an que vous avez acheté un lave-linge, vous devriez faire ça, ou voilà, ou proposer des accessoires d'entretien, etc. Donc on fait déjà beaucoup de choses, mais c'est vrai que la cible, c'est quand même de faire quelque chose de ultra personnalisé, beaucoup plus prédictif, y compris si on connecte les appareils en fonction de leur utilisation réelle, voire leur donner pourquoi pas des indications sur quand est-ce qu'ils doivent, en fonction de leur énergie, déclencher tel appareil. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire.
On est qu'au début, quoi. On est qu'au début, mais en fait, ce que je vois et ce que je retiens de ce que tu nous dis, c'est que la donnée produit, elle est intimement liée au service. Oui. Puisque tout ce dont tu viens de parler à l'instant, sans le service, c'est-à-dire le service de maintenance, en l'occurrence, là, tu prenais l'exemple de Darty-Max, il y a pas. Enfin, c'est autrement plus compliqué. Oui, parce qu'un service, quel qu'il soit, et surtout par abonnement, c'est parler aux consommateurs, mais à ses produits, je dirais, longtemps. Alors que quand on est distributeur, classiquement, on a de l'info quand le client il achète le produit, puis après on le revoit plus, donc on n'a plus aucune info. Enfin, la relation, elle est très ponctuelle quand on est un distributeur classique, c'est-à-dire comme on l'était il y a 10 ans peut-être. Et aujourd'hui, où on est équilibré entre le produit et le service, ça permet d'avoir une relation sur le long terme avec le client, financière, bien sûr, ça c'est l'aspect marge, revenu récurrent, mais surtout de savoir comment il utilise ses produits, de parler avec lui tout le temps, et donc c'est une autre relation. Et sans ce service-là, cet abonnement-là ou ces abonnements, quels qu'ils soient, bah, on perd très vite le lien. Et donc c'est difficile de retrouver ça après, notamment les données produits, etc. Nicolas, pour le mot de la fin, on est d'accord, les retailers qui maîtrisent leurs données, un maximum de données, ils ont un énorme avantage concurrentiel sur les autres. Bah, complètement, et je pense à tous les niveaux. Enfin, si on prend le sujet de la conformité produit, le fait d'avoir ces données va permettre de prouver la conformité beaucoup plus facilement, et donc de garder son accès au marché, d'éviter des amendes. Et c'est le problème qu'ont les marketplaces chinois, c'est qu'elles sont incapables de prouver leur conformité parce que elles n'ont pas ces données-là, donc elles se prennent des amendes, et ça permet de rétablir, je pense. C'est parce qu'elles n'ont pas la donnée ou qu'elles sont pas conformes, ou les deux? C'est un mélange. C'est un mélange. Enfin, c'est vraiment. Parce que les amendes, elles viennent pas parce que c'est une marketplace étrangère ou autre, c'est vraiment parce que elles sont incapables d'aller prouver. Enfin, les produits sont testés, ils sont pas conformes, et en fait, ils ont pas la donnée pour prouver la conformité parce qu'ils ont pas fait les bons tests, parce qu'ils ont pas les bonnes informations. Donc, clairement, pour ces entreprises-là, typiquement, le fait de pas avoir une maîtrise des données de conformité, mais de produits au-delà, c'est un désavantage quelque part concurrentiel puisqu'elles se prennent effectivement des amendes assez importantes. Donc, pour les retailers, globalement, maîtriser la donnée d'un point de vue conformité, c'est très important, mais plus globalement, au-delà de la conformité, c'est, je pense, l'avantage numéro 1 d'un retailer parce que il y a tellement de choses qu'on peut faire aujourd'hui avec la donnée, que ce soit avec l'IA, sur la partie marketing, sur la partie commerce, que c'est le sujet central, je pense. Et c'est souvent, j'étais à un événement il y a pas longtemps avec des directions retail, e-commerce, et leur sujet numéro 1, c'est la donnée, quoi. C'est clair que c'est la donnée est au centre de beaucoup de préoccupations. Merci Martin, merci Nicolas pour le partage de vos expertises, de vos convictions, de vos retours d'expérience à l'occasion de ce sujet. Si on veut rentrer en contact avec vous, est-ce que LinkedIn c'est le meilleur? C'est très bien. Il y a que ça. Il y a que ça. Il y a que ça. Non, tu pourrais donner ton numéro de téléphone et ton email. LinkedIn. Et puis si vous n'arrivez pas à les joindre par LinkedIn, vous pouvez toujours passer par moi. Je me ferai un plaisir de faire la mise en relation. Merci chers auditeurs pour la fidélité avec laquelle vous écoutez, regardez les émissions des Digital Doers. Je vous le rappelle, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube. Et puis, je vous invite à vous abonner à la revue de presse que je diffuse toutes les semaines, le vendredi. La revue de presse du retail et du e-commerce, qui est accompagnée et qui est introduite par une synthèse que je fais de l'ensemble des grands thèmes d'actualité de la semaine. En 5 minutes, vous avez un condensé de tout ce qui s'est passé dans le secteur dans la semaine. Merci encore. Martin, merci. Nicolas, merci. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.